Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey. Itinérance, une émission réalisée et proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus. Moi j'aime bien voyager. Retournons en Chine pour une seconde émission avec Laure Ozannon, sinologue, que j'avais rencontrée par l'intermédiaire des amitiés franco-chinoises, dont je vous redonne les contacts, afcnim@voila.fr et le téléphone de la présidente si vous voulez entrer en contact, Christiane Richard au 04 66 27 20 95. Aujourd'hui, Laure Ozannon va aborder des sujets variés. La cité interdite à Pékin, mais l'aspect surtout symbolique, comprendre la symbolique de l'architecture chinoise, le cinéma, les réalisateurs chinois, l'urbanisme, l'armée enfouie, donc une variété de sujets. Écoutons Laure Ozannon. Alors vous nous avez parlé dans une précédente émission de l'Empire du Milieu. Je pense qu'on a bien compris maintenant la nature, l'histoire. Alors revenons au tourisme. Vous nous avez dit les circuits classiques. Quel lieu voir en première ? Vous avez dit Pékin, et bien sûr, Pékin, la cité interdite, je pense. Voilà. Non. Parce que vous m'avez dit que quand votre premier voyage, enfin votre première année, vous n'étiez pas allé à Pékin. Oui. Donc... Moi, j'étais un petit peu un extraterrestre, un ovni d'être allé en Chine sans avoir mis les pieds à Pékin. Comment est-ce possible ? Parce que tous ceux qui ont vu la cité interdite sont tout de même subjugués, non ? Pas vous ? Oui, moi je suis un peu iconoclaste. C'est-à-dire que ce qui est très impressionnant, c'est en fait, si vous y allez comme ça, par vous-même, vous rentrez dans la cité et qu'est-ce que vous allez voir ? Des bâtiments et des cours vides, oui. Sans arbres, sans un brin d'herbe, ou encore, si on cherche bien, on en trouvera. Et on se demande qu'est-ce que c'est que ce grand vide. Je pense que la dimension de la cité interdite, elle est dans ce qu'on peut comprendre du symbole chinois et finalement de la philosophie derrière chinoise, qui pose quelque chose de très déroutant. On n'est pas dans la Genèse, on n'est pas dans la Bible, on est dans un rapport entre le ciel rond et la terre carrée. Et l'intercesseur entre ce ciel et cette terre, c'est l'empereur, le fils du ciel. Donc il lui fallait une place centrale au milieu du pays du milieu. Donc toutes les valeurs symboliques. Et puis après on va rentrer dans le détail, on va voir les tuiles vernissées dont nous a parlé notamment Paul Claudel, on va voir les dragons, on va voir tout le registre très chinois de ces toitures relevées avec des animaux, et là on va décoder tout un univers qui a d'autres repères, qui appréhende le monde d'une autre façon, sur le rapport au temps, sur le rapport à l'espace. Et c'est en quoi je trouve que la Chine nous enrichit. C'est de nous aider, de nous amener à justement ce que vous disiez, peut-être essayer de s'éloigner de notre ethnocentrisme. Oui, mais je pensais en vous écoutant qu'on est complètement faussé par le cinéma et surtout peut-être par les dessins animés hollywoodiens où on voit des cités interdites pleines de soldats, pleines de vie, Et est-ce qu'on ne va pas chercher quelque chose qui n'existe plus et on peut être très déçu, je pense, de la cité Moi, interdite. si je veux avoir une idée de la Chine, puisqu'on parle de cinéma, je vais aller voir des réalisateurs chinois, déjà. Alors, réalisateurs chinois, on y va.
Eh ben, je sais pas, il y a toutes sortes de cinéma. Alors bon, il y a la star chinoise, c'est Zhang Yimou, qui a fait la scénographie des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Bon, il a à son actif une vingtaine de films dont on a eu beaucoup le relais, Épouse et concubine, bon voilà. Épouse et concubine, enfin c'est le film, je trouve, où on sent, où on nous oblige presque à réfléchir, à penser un peu comme un Chinois. J'ai eu cette impression, le temps justement, les codes, non? Je donne Zhang Yimou, mais en fait c'est lui qui joue le plus sur la corde sensible occidentale, on va dire. Donc c'est presque un contre-exemple, dans le sens où après, moi j'irais plus vers du cinéma, des réalisateurs qui filment presque sous le manteau, par exemple Wang Chao, qui va à l'ouest des rails, un film aussi qui s'est interrogé sur le démantèlement des industries dans le nord de la Chine, où on construisait les locomotives parce qu'il y a du charbon. Voilà, donc du film d'arrêt d'essai, on va dire, hein, pas du grand spectacle. Mais je pense aussi au documentaire, et par exemple je pense à la destruction on va parler de l'urbanisme, la volonté aussi d'occidentaliser la Chine et la destruction par exemple du vieux Pékin. Hein, je pense au film d'Olivier Maïs dans Les Décombres. Vous qui avez été souvent en Chine, comment se repérer dans Pékin maintenant? Comment vous avez vu l'évolution? Et vous parliez de minorité, mais moi j'ai l'impression, sans avoir été en Chine, qu'elle perd un peu aussi son identité, son particularisme quand on détruit... Cette question de l'occidentalisation de l'Asie m'interroge à moi-même, parce que est-ce que parce qu'on va construire un bâtiment carré, il est forcément occidental? Je sais pas. En tout cas, ce que je vois... Vertical, je pense oui. Non. Oui.
Bon, pour la Chine, oui, pour l'Asie, oui, on peut dire, parce qu'il y a un rapport au sol qui est fort. Non, ce qui s'est posé, la question qui s'est posée dans les mégapoles chinoises, parce qu'on est dans le million, dans les 17 millions à Pékin, 18 millions à Shanghai, 30 millions à Chongqing, on se dit, si toutes les villes finissent par se ressembler, comment on va savoir qu'on est à Pékin, Shanghai, Canton, Chongqing, Wuhan, avec la destruction des Hutong, c'est-à-dire des venelles de Pékin, avec la destruction des Lilong à Shanghai. Donc, évidemment, le gouvernement central s'est ravisé sur ces grandes destructions. Et il y a comme ça des îlots à Pékin, puisqu'on parle de Pékin, de venelles. Oui, mais c'est pas des... Enfin, j'avais vu un reportage, c'était presque un îlot touristique, c'était un Pékin Disneyland, non? Oui, parce que le mal était malheureusement déjà fait et très avancé, et donc on reconstruit à l'ancien. Mais je trouve ça intéressant, ça veut dire quel est notre rapport au passé. Parce que nous sommes, je vais parler des Français, nous sommes dans une civilisation de la pierre, du pérenne, du durable. En Asie, pas du tout. On est dans la civilisation du bambou, du papier. Donc, au niveau architectural, tout ça, c'est périssable. Donc, et là, c'est lié à ce terrain sismique, vous pensez? Non, c'est pas ça. C'est qu'on va utiliser les matériaux dont on dispose, mais le rapport au passé, pour les Chinois, par exemple, ce qui fait mémoire, c'est l'écriture. Voilà. L'écriture qui date de 3000 ans. Et les Chinois, s'il y avait un Chinois là avec nous aujourd'hui, il nous dirait, vous savez, j'ai les plans du palais impérial de la dynastie Han. Dynastie Han, on est en 220 avant Jésus-Christ, à 206 de notre ère. Je peux exactement aujourd'hui construire le même palais. Quelle différence il y aura entre celui-ci et celui qu'on a construit il y a 2000 ans? On en revient à notre point de départ, c'est que nous, occidentales, on n'a pas le même rapport à l'histoire. Exactement. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, on a échangé, vous parliez d'un sinologue que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est Simon Less. Voilà. Et il a justement, dans cette compilation Ombre chinoise, un texte absolument merveilleux sur le rapport que les Chinois ont au passé. Voilà. Et qui est basé sur l'écriture. Alors, nous, simples touristes, quand on va aller visiter cet îlot reconstruit à Pékin, on a l'impression de voir la vraie Chine, alors qu'en fait, la vraie Chine, elle n'est pas là. La vraie Chine, elle est dans l'esprit chinois, mais comment on peut le palper? C'est vrai, ça peut être déconcertant, voire même décevant, mais finalement, on trouve des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et c'est ça l'intérêt d'y aller. Récemment, j'ai amené un groupe, et dans le groupe, il y a un monsieur qui me dit, alors moi, tous les pays communistes, j'avais fait une liste rouge, si on peut dire ça comme ça, où je dis, jamais j'irai. Et puis j'ai craqué, je me suis dit bon. Il avait un uniforme. Non, il n'avait pas poussé le bouchon jusque-là. Et il a dit, je suis déconcertée et je suis enchantée d'être allée... parce que vraiment, d'abord, ça déconstruit, ça décoiffe et ça pose aussi des angles de vue différents qui nourrissent, quoi. Voilà, qui nourrissent. Et c'est ce que m'apporte cette longue histoire avec la Chine, que je cultive, que j'entretiens par mes voyages, mes conférences et mes recherches.
En vous écoutant, je suis interpellée par ce rapport à l'histoire, par ce rapport aussi à l'archéologie, et beaucoup tout de même de touristes, quand ils vont en Chine, ils veulent voir l'armée enfouie. Et comment les Chinois, si pour eux la mémoire se transmet par l'écriture, que représente cette armée enfouie pour eux? Ça dépend. Alors il faut peut-être rappeler ce qu'est cette armée enfouie. L'armée correspond à une date charnière, on va dire, de l'histoire chinoise, puisque cette armée de soldats en terre cuite a été édifiée par le premier empereur chinois qui s'appelle Qin Shi Huangdi et qui a unifié pour la première fois la Chine en 221 avant notre ère. Et cet empereur qui est monté sur le trône à l'âge de 13 ans, il y avait une régence bien sûr, mais cette dynastie a été très courte, la dynastie Qing, Q-I-N. Je précise parce que la dernière dynastie chinoise c'est la dynastie Qing, Q-I-N-G. C'est une dynastie Han, je reviens là-dessus, dynastie Han, donc c'est la majorité des nationales. Et donc cet empereur, il était obnubilé par l'immortalité. Et c'est ce qui va d'ailleurs causer sa mort, puisqu'il va chercher l'élixir de longue vie auprès d'un alchimiste dont on lui avait vanté. Et je ne sais pas ce qu'il a bu, mais enfin, il en est mort. On l'a rapatrié à la capitale de l'époque, qui est l'actuelle Xi'an, qui à l'époque s'appelait Chang'an. Et on a étouffé sa mort parce qu'il y avait beaucoup de foyers de mécontentement, de rébellion, parce qu'il avait non seulement fait édifier cette armée, mais il avait fait rejoindre des pans de la Grande Muraille. C'est pas lui qui l'a construit, il a fait en fait que rallier des pans de la Grande Muraille, mais il a unifié le pays avec l'écriture, le poids, les mesures, voilà, donc il a donné, et c'est lui qui est à l'origine de la première unité chinoise, en fait il est devenu immortel finalement, cet empereur, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, même si ça a été découvert en pleine révolution culturelle, c'est-à-dire en 1974, enfin 2 ans avant la mort de Mao. Alors les Chinois, quand ils vont là-bas, d'abord ils y vont, ils savent que tous les grands de ce monde sont venus voir, que ça fait partie d'un incontournable, que ça leur renvoie à leur histoire Han, mais c'est pas sûr qu'un Mongol, un Tibétain ou un Miao se reconnaissent dans cette découverte. Mais les touristes occidentaux, excusez-moi d'insister, vont venir voir, ont l'impression là de toucher vraiment une réalité qui est en fait une réalité... c'est toujours impressionnant de voir, de pouvoir toucher des yeux. C'était un mégalomane, ce gars-là. Donc, les dimensions, le cadre, la redécouverte de ce site, en fait, tout ce qu'il y a autour de ce site, qui est classé UNESCO. Oui, mais je faisais le parallèle avec la cité interdite, la relation justement entre le ciel et la terre. C'est tout de même beaucoup plus difficile à percevoir que face à une armée enfouie. Donc, on n'est pas du tout à la même époque. La cité... Non, mais je parle du touriste du touriste occidental, il a plus de facilité à croire comprendre la Chine en voyant l'armée enfouie qu'en voyant la cité interdite, même si c'est pas la même époque. Ou en voyant la muraille de Chine. Pour moi, les deux, ça reste très chinois. Même si en allant découvrir cette armée en terre cuite, ça nous parle de la vie de l'au-delà, en fait, et qu'on va faire des rapprochements inévitablement avec l'Égypte, par exemple. C'est de quoi nous parlent en fait les sites historiques en Chine. De quoi nous parlent? Elles nous parlent du passé, de cette longue histoire de la Chine, et on la découvre à différentes époques. D'ailleurs, quand je conduis les voyages, je procède comme ça. Je donne des pièces de puzzle et puis je dis à la fin du voyage, voilà. Mais ça se fait tout seul finalement. Les choses finissent par s'emboîter.
Mais vous dites de l'histoire de la Chine, mais moi j'ai l'impression que c'est l'histoire universelle, c'est l'histoire de l'être humain. Essayer de retrouver dans un lieu, dans un site, quelque chose d'universel. Et c'est plus facile en Chine. Vous parliez de l'Égypte, mais l'Égypte antique. Donc on est dans la même problématique en fait. Quand on va vers le passé, que recherche-t-on ? Ce qui semble universel, effectivement, c'est de la croyance dans une vie dans l'au-delà. Mais quel type de vie ? Est-ce qu'on peut comparer ce premier empereur au pharaon ? Il y a quand même des données culturelles. Là où je trouve que c'est prodigieux finalement, ce voyage, par exemple pour une première approche de la Chine, une Chine classique, c'est finalement ce grand écart mental qu'il nous faut faire entre ces soldats du terracotta et les gratte-ciel de Shanghai. Voilà. Mais on y arrive. Rendez-vous pour une 3e mission avec Laure Ozannon qui nous parlera de la Chine rurale, du barrage des Trois Gorges, des coups de projecteur sur certaines villes, Pékin, Shanghai, la Chine du Sud, et puis la nature chinoise, les jardins chinois, pour essayer de conclure sur la philosophie chinoise, sur un mode de pensée qui est assez étranger à l'occidental. Moi j'aime bien voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey. Itinérance, une émission réalisée et proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus. Moi j'aime bien voyager